Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Gignac, petite ville totalement méconnue. On est au pied de la chaîne de la Nerte. Elle est connue seulement par ceux qui passent du côté de l'autoroute où on voit des maisons, on a l'impression que c'est une petite cité dortoir. Eh bien, je vais vous montrer que c'est une petite commune mais avec énormément de passé à découvrir et à apprécier, j'espère. Donc cette place et cette fontaine ont été inaugurées en 2005 parce qu'à l'origine, cette place du 19e siècle est totalement vide, il n'y a rien. C'est la famille de Montvalon qui était affiliée au Covet de Marignane, Mirabeau, qui possède cette place et qui la cède gratuitement à la municipalité en 1865. Et on va construire, outre la place, la mairie qui est à l'époque une mairie-école. Depuis 1958, il n'y a plus d'école, mais la mairie est toujours en place. Nous sommes dans la petite et charmante église de Gignac. Petite parce que la communauté qui, lorsqu'elle se monte en 1780, n'est pas très importante. Et puis charmante parce qu'on va du passé, on a des objets du 16e, 17e siècle et on a des objets plus modernes et des tableaux plus modernes. Donc c'est vrai qu'on balaie là l'histoire de la commune depuis à peu près 300-350 années. Et une commune qui est toujours vivante. C'est ce que le Père Jean va nous dire. C'est une commune qui a toujours beaucoup d'activités religieuses et culturelles. N'est-ce pas, mon Père ? Notre village de Gignac, c'est sûr, est vivant. Il n'est pas sur les grands axes de circulation, mais on se débrouille pas mal avec des communions, des catéchismes, des mariages. Beaucoup de baptêmes aussi. C'est une commune jeune qui rajeunit. Les anciens s'en vont et les jeunes prennent leur place. L'avantage ici, c'est que justement, c'est le cadre et beaucoup de gens nouvellement mariés qui apprécient parce qu'on va c'est ce que je disais, du passé, d'objets d'anciens, mais vous êtes partie prenante pour la modernité. Je crois que le passé est hautement souhaitable, bien sûr, mais si on veut plus tard avoir du passé, il faut qu'il y ait de l'avenir aujourd'hui. Sinon, on n'aura que des œuvres très anciennes et j'essaye de compléter l'église par des œuvres modernes, comme un grand tableau récent, le vitrail qui est derrière nous, et puis la sculpture du berger qui est sur la place de l'église aussi, là devant. Le vitrail de Saint-Michel qui accueille les paroissiens qui rentrent dans l'église et qui leur fait un signe en sortant de l'église, puisque l'église est dédiée à Saint-Michel, l'archange Saint-Michel, et puis tout en dessous, une œuvre moderne qui a été mise en place en 2010. Et donc là aussi, c'est intéressant puisqu'on a la Bible représentée en quelques panneaux, avec le Christ triomphant toujours au centre, comme on avait les Christ triomphants qui dominaient les églises au Moyen-Âge. Le retable donc du 16e qui est magnifique, qui appartenait à l'ensemble des paroissiens de la communauté. Mais la communauté regroupait 3 hameaux, 3 groupes de population, le Rove, Gignac et Ansuès. Et lorsque, après les guerres de 100 ans, la communauté ressurgit à la vie, l'église de Saint-Michel, la chapelle de Saint-Michel en haut, va commander ce retable-là qui rappelle justement le retour à la vie agricole, à la vie religieuse de la communauté qui a été touchée par la guerre de 100 ans. Cette église-là, donc au départ, lorsqu'elle est fabriquée, construite en 1780, ce n'est qu'un cube. Et ce sont tous les curés successifs du 19e et 20e siècle qui vont l'aménager, l'agrandir, l'élever, construire des nefs latérales et aménager avec des tableaux, des statues, etc., etc. Ça, c'est la grande politique de l'Église du 19e siècle, notamment après la Révolution française. Il faut reconquérir les âmes. Et donc, cette reconquête des âmes après la déchristianisation révolutionnaire passe par des églises agrandies, embellies, et des églises justement qui vont avoir un maître-autel, comme on le voit ici, un maître-autel en marbre, neuf par rapport à d'anciens maîtres-autels en bois. On va avoir des vitraux, on va avoir des tableaux, des statues. Donc cette Vierge-là a été faite par le grand-père de Marcel Pagnol, qui était maître maçon, dont on reparlera tout à l'heure au cimetière. Et lorsqu'il vient du côté de Marignane, il prend une concession et le curé, en 1895, lui fait faire cette Vierge aux Angelots, qui est magnifique.
Le clocher a été monté en 1841 et il montre que la messe est importante et que dans les campagnes, on a toujours intérêt à entendre les heures de vêpres, matines et compagnie très loin. Et donc, on va monter ce clocher. Le campanile est plus récent. Et l'horloge, par contre, l'horloge date du début du XXe siècle. C'est le début de la modernité et l'horloge va remplacer l'heure de la messe. La place de l'église donc est aménagée depuis très peu de temps. L'année dernière, cette magnifique fresque a été posée avec ce banc, ce qui rappelle aussi que la place de l'église est un lieu de vie. Il y avait les processions qui partaient de là, les gens attendent là les cérémonies, etc. Et c'est un moyen agréable de mettre en valeur cette place juste devant l'église. Cette façade est appelée aussi façade de la Contre-Réforme parce que c'est une réplique, alors en miniature entre guillemets, beaucoup plus petite, mais de la façade de l'église jésuite de Rome qu'on appelle le Jésus. Et on a donc la réplique ici, à Gignac, de ce même type de façade. Lorsque la façade a été refaite en 1895, et l'on voit qu'ici, nous sommes à 53 mètres d'altitude. Nous sommes ici à un emplacement central. Sous nos pieds passe le tunnel canal du Rove. Alors je me rappelle ma jeunesse où je servais dans cette église, je l'ai fait pendant 7 ans, et à chaque fois, même le dimanche, parce que les péniches travaillaient même le dimanche, nous entendions les sirènes, mais très fortement. Nous étions obligés, s'il y avait le prêche, le curé stopper le prêche pour écouter la sirène. Et c'était un objet, un moment d'amusement. Lorsqu'on sort de l'église et lorsqu'on traverse la toute petite place de l'église, on débouche sur la chapelle des pénitents blancs. Ces pénitents étaient une association de laïcs, mais une association charitable qui aidait donc les membres dans la difficulté ou qui les aidait lorsqu'ils étaient malades ou qui les aidait lorsqu'il fallait faire des récoltes en commun. Bref, la charité existait déjà à Gignac au XIXe siècle. On est là sur la place de la Bourgade, la plus ancienne place de Gignac. Au XVIe siècle, ça s'appelait Gignac avait pour nom les Ustaunau, c'est-à-dire les maisons neuves, parce que Gignac va se créer après la guerre de Cent Ans à partir de ce long chemin qui va jusqu'à Marseille, et on a ici donc la première occupation des Gignacais après le long Moyen Âge sur cette petite place de la Bourgade, qui, il faut le signaler, et lorsqu'on y rentre, et à chaque angle on a des chasse-roues, puisqu'on rentrait en charrette, les voitures n'existaient pas, et donc à chaque angle, pour protéger les murs, on mettait des chasse-roues. Alors sur les hauteurs environnantes, on a des moulins. Gignac possède 4 moulins. Ici, c'est le moulin de Capot, et qui était en activité, c'est le témoignage de l'activité céréalière de la commune. Ils ont marché, en gros, ils ont été construits autour des années 1840 et ils ont fonctionné à la fin du 19e siècle. Témoignage intéressant d'une activité agricole oubliée depuis. Alors la famille de Marcel Pagnol est liée à Gignac, puisque Marcel Pagnol parle dans son livre La gloire de mon père, de ce grand-père qui était maître maçon, qui était monté à Paris après 1870 pour réparer ce qui avait été abîmé, qui était resté un peu de temps à Paris et qui avait trompé sa femme qui était restée dans le Midi, et il était revenu, personne n'avait rien dit. Mais le jour des 80 ans du grand-père, autour de 1911, la grand-mère le fait boire, ce grand-père André Pagnol, et elle lui dit avoue, et il avoue qu'effectivement pendant quelques mois il a trompé sa femme, et de rage la grand-mère plante la dent dans l'épaule du grand-père, et ça Marcel Pagnol en parle dans ses mémoires, et donc c'est cette famille des grands-parents qui sont enterrés ici, et il y a également une tante qui était institutrice, donc c'est vrai que c'est intéressant, ce tout petit village de Gignac qui est quand même lié à la grande famille de Marcel Pagnol. Nous sommes à l'Or, qui est un hameau de Gignac, qui appartient donc à Gignac. Et la particularité qui existe encore en 2011, mais qu'on retrouve dans l'histoire de la communauté, c'est que les habitants de l'Or sont d'abord de l'Or avant que d'être Gignacais.
Et on retrouve un peu cette rivalité de Clochemerle entre les deux, le hameau et le village. Mais bon, une rivalité toute joviale aujourd'hui, mais qui est quand même existante et qui a sa raison d'être, quoi, puisque Laure a sa petite école, Laure a exigé sa petite école en 1911, Laure a son cercle, sa société de secours mutuel, etc. On a vraiment un hameau qui vit pleinement presque son autonomie, quoi. Alors Gignac et Laure étaient réputés jusqu'aux années 1950 pour leurs deux productions, et les cochons et les melons. Et le marché local était très réputé. À telle enseigne même qu'une partie des agriculteurs vendaient leur production à la plaine Saint-Michel pour les Marseillais. Alors Gignac et Laure sont blottis au pied d'Anert, mais tournés vers l'étang de Berre et vers la pêche en fait autour de l'étang. Et c'est vrai qu'il y avait un échange important dans l'histoire entre ici les agriculteurs et les éleveurs de Gignac et de Laure et les pêcheurs de Marignane ou de Châteauneuf qui n'étaient pas loin. Alors nous sommes toujours à Laure, cette fois nous sommes au Mas Bleu, témoignage de la viticulture sur Laure, monsieur et madame Rougon qui mettent en valeur ce Mas Bleu, qui font un excellent vin à boire avec modération, mais un vin excellent. Et c'est vrai que Gignac possède aussi deux autres caves, monsieur et madame Rastoin, monsieur et madame Sardou, témoignage du passé viticole, 19e siècle et jusqu'au 20e siècle. C'est quelque chose d'intéressant. Gignac, dans son blason, a un olivier. Entre Gignac et Laure, c'est le puits de la Pouzarac, un puits qui a beaucoup de particularités. D'abord, il n'a jamais été à sec dans l'histoire. Et c'est vrai que c'est intéressant ici en Provence où les étés sont chauds. Le puits, donc, jamais à sec. Et c'est vraisemblablement un puits qui servait aux Templiers, de la chapelle des Templiers que nous avons vu. Et donc, ce puits-là était commun au village de Gignac, au village du Rove et au village d'Ansuès. Et donc, les trois communautés pouvaient venir s'abreuver, les animaux ou les hommes, là, il n'a jamais été aboli. La Révolution n'abolit jamais le droit de l'eau. Donc aujourd'hui encore, des Revenins ou des Ansuénins peuvent venir retirer de l'eau. Alors attention, parce qu'il est hélas bien abîmé, mais c'est un puits très ancien et qui a une histoire assez intéressante au village. On est là, je le précise et j'insiste bien, sur la commune du Rove. Même si la chapelle, on dit toujours la chapelle dite des Templiers de Gignac, mais cela appartient à la commune du Rove depuis 1835, année où le Rove devient une commune et Gignac devient une commune autonome, chacune l'une de l'autre. Et donc, ici sur les collines, ça appartient toujours au Rove, pays des chevriers, alors que Gignac, pays des agriculteurs, garde la plaine. Alors cette chapelle des Templiers du XIIe siècle, en hauteur, site de hauteur bien évidemment, mais elle est fortifiée. Elle est fortifiée parce que le Moyen-Âge est un Moyen-Âge assez difficile, les guerres de 100 ans, la guerre de religion après, et il faut fortifier le lieu. Les premiers habitants sont là, à protéger, donc on va avoir vraisemblablement au XIVe, XVe siècle, les fortifications bien abîmées aujourd'hui, mais qui existent encore et qui témoignent donc d'une région qui a été agitée, troublée par des troupes de la guerre de 100 ans. Donc face à cette magnifique chapelle Saint-Michel, monument historique classé, eh bien la plaine de Gignac qui s'allonge. Gignac, un peu moins de 10 000 habitants aujourd'hui. Gignac blotti entre Marignane, d'un côté son aéroport, sa piste. Gignac entre Vitrolles et Saint-Victoré également. Et puis l'étang de Berre de l'autre côté. On va sur Châteauneuf-les-Martigues et tout au fond nous apercevons Martigues et encore un peu plus loin en face Istres. Vraiment c'est une des petites communes qui n'a plus accès à l'étang de Berre, mais dans la vie et l'histoire de Gignac, l'étang de Berre a quand même joué un grand rôle. Donc en passant souvent sur l'autoroute, parce que beaucoup de gens connaissent Gignac par l'autoroute A55 qui le longe, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que il y a une histoire assez intéressante du passé, alors passé qui a ça, plus ou moins 500 ans, mais qui mérite le détour. Donc tous ceux qui peuvent passer le long de l'autoroute peuvent prendre la sortie Gignac et la visite, à mon avis, ne leur déplaira pas.